Bonjour, soyez les bienvenus dans ETF Invest, votre nouveau rendez-vous pour tout savoir de l'actualité des ETF. Une émission mensuelle pour tous, pour les débutants, pour les experts, pour les professionnels des marchés. Il y en aura pour tout le monde. Notre seule mission, c'est de vous aider à y voir plus clair et vous accompagner pour mieux comprendre le fonctionnement des ETF. Au programme, dans quelques instants, ETF News, le journal des ETF, mais aussi The Top Conseil et enfin, Parole d'experts. ETF Invest, premier numéro, c'est parti. Et c'est parti pour cette première séquence ETF News. On va revenir sur les chiffres clés du marché des ETF, notamment en 2017, parce qu'on a maintenant un petit peu de recul avec vous, Bertrand. Bertrand Alfandari, bonjour. Bonjour David. Responsable du développement ETF chez BNP Paribas Asset Management. Qu'est-ce qu'on retient encore une fois? Hier, on a les chiffres maintenant de 2017, des chiffres clés pour voir un peu tout ce qui s'est passé. Premier chiffre, plus 40%, c'est la hausse des encours sur les ETF en Europe. Là, on parle vraiment tous acteurs confondus. Une hausse à deux chiffres encore, again. Encore, puisque finalement on est sur une moyenne de progression des encours depuis 10 ans de 20% par an. Donc c'est un marché qui est très dynamique, mais effectivement cette dynamique en 2017 a été particulièrement forte avec une progression de 40% des encours sur les ETF en Europe. Alors justement, deuxième chiffre, 70% c'est le pourcentage de la collecte qui est allée en ETF actions. C'est beaucoup plus que l'année d'avant et ça prouve, ce qui n'est pas une surprise, que les marchés actions ont été florissants. On retrouve ça dans les flux qui s'investissent en ETF actions. Complètement logique, effectivement, du fait des performances du marché actions. C'était 38% des flux sur les marchés actions en 2016 et c'est quasiment 2 fois plus en 2017. Bon, autre chiffre, 45 milliards d'euros. Ça correspond à quoi ça? 45 milliards d'euros, c'est la collecte nette qui s'est dirigée vers les ETF actions investis sur des indices au-delà des actions européennes, c'est-à-dire sur des indices américains, sur des indices asiatiques ou des indices des pays émergents. Ce qui veut dire que les investisseurs européens vont investir au-delà de l'Europe pour 2 tiers des flux. 45 milliards d'euros de collecte nette, c'est à peu près 2 tiers de la collecte nette sur les actions. Parce qu'on a ce cliché comme quoi quand on est investisseur français, on a ce biais domestique, on investit essentiellement en actions françaises, c'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai et c'est surtout aussi parce que la plupart des flux proviennent des investisseurs institutionnels. C'est toujours vrai chez les particuliers qui sont encore très domestiques dans leurs investissements, moins vrai pour les investisseurs institutionnels. Alors au-delà du marché, un mot sur ce qui s'est passé pour les ETF BNP Paribas Easy. Les chiffres clés là encore, 2-3 chiffres rapidement. Alors x2, c'est la progression de l'encours sur les ETF de la gamme BNP Paribas Easy de juin 2016 à décembre 2017. Donc on a doublé. Je ne sais pas si c'est moi, mais c'est mieux que le marché. C'est mieux que le marché. C'est vrai que le marché est en fort développement, mais on est dans une dynamique encore plus forte que celle du marché. Autre chiffre, plus 21,8%. Ça, c'est une performance. C'est la performance de l'ETF BNP Paribas Easy sur le S&P 500, une performance en dollars sur l'année 2017. Donc un investisseur qui aurait investi sur… en dollars. En dollars. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est que si on avait investi sur ce même ETF en euros, on n'aurait pas du tout la même performance. On aurait une performance à peu près 7%. Donc d'où l'importance de choisir la devise de cotation de son ETF avant d'investir. Attention au risque de change, on le voit bien sur 2017. ETF éligible au PEA ou pas d'ailleurs, tiens au passage? Oui, alors pas tous, mais la plupart le sont. Au sein de notre gamme, on a à peu près 2 tiers de notre gamme qui est éligible au PEA. Dernier chiffre, 400. Ça correspond à quoi? 400, c'est le nombre de valeurs, le nombre de sociétés qui sont dans l'indice MSCI KLD 400. C'est un indice… C'est pas l'indice le plus connu, on va pas se mentir. Hein. Non, c'est pas un indice très connu. Mais il gagne à être connu. Il gagne à être connu. Pourquoi? Parce que c'est un indice qui est sur les actions américaines et sur des critères ISR, c'est-à-dire investissement socialement responsable. C'est l'un des plus vieux indices ISR au monde. Il a été créé en 1990. Et nous avons un ETF et nous sommes les seuls en Europe à proposer un ETF qui réplique cet indice MSCI KLD 400. Et qui est performant. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'on peut allier performance et investissement socialement responsable. C'est pas antinomique. Tout à fait. La performance de l'indice MSCI KLD 400 est très proche à quelques points de base près de celle du S&P 500 en 2017. Donc effectivement, investir sur le marché américain ou sur d'autres marchés avec un biais responsable génère aussi la performance. Bon, ils sont bien tous ces chiffres, mais c'est le rétroviseur, Bertrand. Maintenant, si on s'intéresse, on est
encore une fois en début d'année 2018. On a déjà des tendances, on continue, on poursuit sur ce trend haussier, sur les flux, sur la collecte? Oui, on a déjà des chiffres et on voit que la collecte est toujours aussi dynamique sur ce début d'année 2018. Alors après, les flux proviennent essentiellement des investisseurs institutionnels, mais la nouveauté, ou en tout cas ce qu'on se dit sur 2018, c'est que les flux viendront de plus en plus des investisseurs particuliers cette année. Pourquoi? Parce qu'on développe la pédagogie, parce qu'ils vont être de plus en plus informés sur les avantages d'investir sur les ETF. Et bien justement, la transition est toute faite. Un bon conseil pour les particuliers pour bien manier les ETF, c'est parti. Et oui, et c'est donc la séquence The Top Conseil, toujours avec Bertrand Alfandari. Pour cette première émission, on va commencer évidemment par les basiques, les règles d'or donc d'un investissement réussi en ETF. On a résumé ça un petit peu en commandements. Il y a 4 commandements. Le premier commandement, comprendre les grandes lignes de l'indice de référence que l'ETF réplique. Tu devras, dit autrement, on sait que quand on investit en ETF, on a derrière un sous-jacent qui est donc un indice. Quand c'est le CAC 40, on sait à peu près ce qu'il y a dedans, le CAC 40, les 40 plus belles valeurs françaises. Par contre, pour d'autres indices, parfois c'est plus complexe. Il faut soulever un peu le capot pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut s'intéresser à ce sur quoi on investit. Effectivement, le CAC 40, tout le monde connaît. L'Eurostoxx, à la limite, on peut connaître, c'est les actions de la zone euro. Après, dès qu'on va... 50 plus belles valeurs de la zone euro. Les 50 plus belles valeurs de la zone euro. Après, dès qu'on va sur l'Europe, sur la Suisse, sur la Grande-Bretagne, sur les marchés émergents, là, ça devient, ça nécessite plus de recherche de la part de l'investisseur. Donc, effectivement, la première règle d'or, c'est sur quel indice on investit. Si j'investis sur un indice d'obligations d'État européen ou sur un indice d'actions émergentes, des pays émergents, on n'a pas le même niveau de risque. C'est pour ça que la première règle d'or, c'est de s'intéresser au type d'indice parce que finalement, au final, c'est la performance et le risque qui peuvent être extrêmement différents d'un ETF à l'autre. Ouais, parce que à chaque indice correspond à un niveau de volatilité, effectivement. Sur les actions émergentes, c'est plus volatile que sur les actions européennes. Deuxième commandement, les frais de gestion ne sont pas l'unique critère de sélection des ETF. On dit un petit peu quand même, si c'est important les frais. Un petit peu quand même, c'est pour ça que ce n'est pas l'unique critère, c'est vrai que c'est effectivement un critère. On sait que les frais de gestion sont relativement bas sur un ETF. On est à entre 0,15% de frais de gestion et 0,50% par an sur un ETF. Donc ça dépend des indices qu'on va répliquer. Mais certains investisseurs vont faire leur choix en disant, par exemple, sur l'ETF CAC 40, je vais sélectionner l'ETF avec les frais de gestion le moins cher. C'est naturel, c'est spontanément, on se dit pourquoi pas. Hein, il reste plus de performance à la fin de l'année. Hein. C'est un des critères, mais je dirais que le critère numéro 1 doit être la performance finale de l'ETF sur une période d'1 an, 3 ans, 5 ans. Donc sa capacité à répliquer fidèlement et régulièrement un indice. Fidèlement et régulièrement. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut être bon pour répliquer un indice sur quelques mois, sur 1 an, 2 ans, et être un peu moins bon pour répliquer cet indice sur 3 ans ou 5 ans. Donc il faut regarder si la qualité de réplication est bonne sur le long terme. Allez, troisième commandement, pour bien manier les ETF, quand on démarre notamment, ne pas se fier au volume échangé. Là encore, je tique un peu parce que c'est important les volumes échangés. On regarde le carnet d'ordre, on se dit s'il y a du volume, ça veut dire que je ne serai jamais collé et je pourrai ressortir à tout moment. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas uniquement se fier au volume ? Alors, il ne faut pas d'ailleurs trop se fier. Là, pour le coup, ça ne doit pas être un critère déterminant de se fier au volume. Pourquoi ? Mais s'il n'y a pas de volume, ça veut dire que personne ne va racheter mon ETF ? Non, peu importe. On n'est pas sur le marché des actions. Sur le marché des actions, on a un carnet d'ordre et effectivement, les volumes sont importants puisqu'on a quelqu'un, un investisseur particulier ou institutionnel qui est en face de nous. Sur les ETF, on a un animateur de marché qui est un établissement financier qui va assurer le prix en permanence sur l'ETF. Donc à la limite, qu'il y ait zéro volume ou qu'il y ait beaucoup de volume échangé sur la journée ne change rien sur la qualité du produit. Allez, dernier conseil, dernier commandement, on vérifie l'éligibilité de son ETF au PEA ou à l'assurance vie. C'est important quand on est un particulier pour bénéficier d'une fiscalité avantageuse. Quand on est un particulier français, on a la chance de bénéficier de ces enveloppes fiscales. Donc effectivement, autant investir sur des ETF dans le cadre de ces enveloppes fiscales. Et les 2 enveloppes fiscales concernées sont le PEA. 2/3 des ETF au sein de notre gamme sont éligibles au PEA. Et l'assurance vie, l'ensemble des ETF sont éligibles à l'assurance vie. Après, il faut voir avec la compagnie d'assurance si l'ETF qui nous intéresse est bien référencé dans le contrat d'assurance vie qu'on détient. À bien vérifier cette partie-là. Allez, merci Bertrand. On continue maintenant avec
Parole d'expert. Dans ETF Invest, on donne la parole aux professionnels des marchés, aux experts. Bonjour Jean-René. Bonjour David. Jean-René Giraud, directeur général de Track Insight. Comment la France se positionne? On a parlé juste avant des performances, des encours qui montent, qui progressent à 2 chiffres. Comment est-ce que la France se positionne dans le monde? Est-ce qu'on est toujours en phase de rattrapage ou même le marché français est entré peut-être en phase déjà de maturité ou pas encore? Alors c'est une question très intéressante et effectivement l'Europe et la France se positionnent un peu différemment des États-Unis qui est vu comme le marché principal des ETF pour des raisons culturelles et structurelles. Les raisons culturelles, c'est très simple, c'est que l'investisseur américain s'intéresse à son investissement, il s'intéresse à son fonds de pension. En Europe, on fait confiance à l'État, on fait confiance aux grandes organisations. Et donc les conséquences structurelles sont immédiates. L'Europe et la France en particulier s'est organisée autour d'une industrie financière structurée avec des gérants pour compte de tiers, des intermédiaires qui s'occupent de votre retraite, de votre assurance. Et donc, la plupart des actifs détenus en Europe pour le compte des particuliers le sont par le biais de grands portefeuilles institutionnels. Et c'est une différence énorme entre les deux marchés. Le marché américain est pilote dans les ETF. Aujourd'hui, on a 4 fois plus d'ETF en volume, en actifs, aux États-Unis qu'en Europe. Mais de manière intéressante, l'innovation se passe en Europe. On a pour 3 ou 4 fois plus d'actifs aux États-Unis, 3 fois plus d'ETF en nombre sur le marché européen. Donc plus d'innovation et aussi un rattrapage malgré tout, qui peut se faire d'ailleurs par l'innovation, rattrapage aussi en matière d'encours, même si on est encore un peu derrière. Tout à fait, le rattrapage se constate et on l'a vu dans le reportage précédent. La croissance est très très forte en Europe et elle est aujourd'hui principalement concentrée sur les institutions. Les particuliers arrivent aussi. Justement, le sentiment global des instituts français sur les ETF aujourd'hui, pour eux, dans leur gestion, c'est devenu vraiment un outil qui est incontournable? Alors, c'est un outil qui est désormais totalement incontournable. Mais avant d'expliquer pourquoi, il faut comprendre la nature de ces institutionnels. On a en fait deux grands animaux chez les institutionnels. On a les gérants pour compte de tiers, les professionnels de la finance qui gèrent pour le compte des particuliers ou des institutions. Et on a les personnes ou les institutions qui gèrent pour compte propre. Et la façon d'utiliser les ETF dans ces deux mondes est totalement différente. Totalement différente. Un investisseur pour compte propre s'intéresse peu à la nature du véhicule. Il a une vision d'allocation d'actifs. Où vais-je investir? Pourquoi? Pour combien de temps? Et aujourd'hui, ils ont compris que l'ETF était une option simple, efficace, peu coûteuse, donc efficiente, pour leurs allocations stratégiques. Donc c'est des investisseurs qui vont acheter et rester sur le long terme investis sur les ETF. Les gérants pour compte de tiers, eux, ils voient plutôt l'aspect intéressant de l'ETF qui est sa nature flexible, dynamique, la possibilité de rentrer, sortir rapidement. Plus opportuniste. Plus opportuniste. Et donc, ils vont se servir de l'ETF comme un substitut dynamique et efficace. Pour jouer des mouvements de marché. Pour jouer des mouvements de marché, pour se hedger, pour ne pas rester en cash quand ils n'ont pas trouvé une solution active à laquelle ils pourraient substituer un investissement. Il y a les instituts dans les experts, mais il y a aussi, encore une fois, les family office, les corporates, les banquiers privés. Pour eux aussi, c'est devenu... Ils l'utilisent différemment, c'est devenu, encore une fois, incontournable, mais aussi, dans la façon de le gérer, c'est différent d'un institut. Ils ne l'utilisent pas différemment. Ce qu'on a remarqué au cours des 5-6 dernières années, c'est une vraiment grande professionnalisation de ces acteurs, qui, il y a 10 ans, n'étaient pas très au courant de la réalité des produits qu'ils achetaient. Et aujourd'hui, on a vu, par plus d'éducation, par le transfert de compétences ce qu'on appelle le sell side vers le buy side. Une montée en gamme. Une montée en gamme et une compétence. Et aujourd'hui, les questions que posent ces investisseurs finaux, même de grande taille, sont du niveau de ce qu'on trouve dans les plus grandes banques. Bon. Et les grandes évolutions, on termine là-dessus, les grandes évolutions à attendre dans l'industrie des ETF, tant au niveau des produits, même que des acteurs. Alors, en ce qui concerne les produits, il faut comprendre que, déjà, il faut définir ce que c'est qu'un ETF. Un ETF, c'est Exchange Traded Fund. C'est un fonds coté. Historiquement, en Europe et aux États-Unis, l'industrie des ETF s'est structurée autour des fonds indiciels, c'est-à-dire la gestion passive. Et ça, c'est en train d'exploser. C'est en train d'exploser parce qu'on a aujourd'hui l'émergence d'un mouvement qui est très profond, qui est le départ des investisseurs de ce qu'on appelle les indices market cap, pondérés par les AUM, par les actifs, vers le smart beta, vers l'investissement factoriel. L'investissement factoriel ayant tendance à remplacer de plus en plus l'investissement sectoriel et géographique. Donc ça, c'est une première tendance. Donc l'apparition des fonds smart beta, l'apparition des expositions factorielles, aujourd'hui est une tendance de fond.
Et on voit les actifs qui se précipitent sur ces nouveaux moteurs de gestion. La deuxième thématique est précisément la notion de thème, ce qu'on appelle l'investissement thématique. Vous voulez investir dans le robotique, vous voulez investir dans le socialement responsable. Donc on ne va plus ici parler d'allocation d'actifs au sens, on va dire, académique du terme, mais plutôt d'idées d'investissement. Et l'ETF se prête très bien à ça, puisque dans un fonds, vous allez avoir une exposition sur un panier de valeurs qui reflète une thématique d'investissement. Allez, merci pour ces commentaires. Jean-René Giraud, directeur général de Track Insight.